autrement, mais bon, on va parler du Le seul match football, qu'il y a eu, hein. le football n'est pas rationnel, mais bon, Non. c'est parti. C'est parti pour cette petite page Ligue 2, car il y avait une seule rencontre. Le match qui donc avait été reporté. Qui a fait parler. Oui, exactement. Parle dans le micro, Nicolas. Et qui a fait parler. Et qui a oui, fait qui a polémique. qui a fait une grosse polémique. On en avait parlé, je crois, la semaine dernière déjà, parce que ça avait déjà commencé, ça était monté crescendo, et c'est vrai que ça a créé une grosse polémique. Donc ce match avait finalement pu être quand même reporté. On se demande comment il n'a pas pu être reporté avant d'ailleurs. Et puis c'est finalement Sochaux qui recevait donc ce vendredi au stade Auguste Bonal l'équipe de Caen à 18h30, forcément un horaire un petit peu avancé en raison du match entre Marseille et Rennes, car c'est beIN Sport qui diffusait. Donc ce match se déroulait un peu avant, un match qui a bien démarré pour les Sochaliens. 8e minute de jeu, Moussa Doumbia sur un superbe mouvement collectif sochalien qui est donc à la finition. 1-0, bon, on se dit que c'est bien parti. À la pause, toujours un 1-0. Par contre, il y a cette grosse occasion juste avant le repos avec Tony Mauricio qui est tout seul face au gardien. Et il y a deux joueurs sochaliens qui sont tout seuls dans la surface libre. Et puis Tony Mauricio les oublie. Il tente la frappe. Et puis le portier de cette équipe de Caen, lui, la détourne. Dommage, parce que là, 2-0, le match peut basculer, peut changer. Forcément, ça peut faire une autre rencontre. Et puis, retour des vestiaires. Cette équipe de Caen est revenue avec d'autres intentions, a joué beaucoup plus haut. Et puis, il y a une faute qui est commise, la faute de Franck Canouté. Et sur le joueur Canet, qui n'est pas dangereux, qui est donc excentré côté gauche. Et puis, finalement, c'est donc le penalty transformé par Alexandre Mendy, 64e minute de jeu. Là, on se dit forcément... un but partout, cette équipe de Caen qui voulait aussi s'imposer pour son entraîneur. Hein. On l'avait déjà dit la semaine dernière. L'entraîneur Stéphane Moulin qui avait donc perdu sa femme, son épouse, il y a très peu de temps. Et les joueurs canais, forcément, étaient encore surmotivés. Et puis, ce but va arriver en toute fin de match par Bilal Brahimi, 89e minute de jeu. L'équipe sochalienne est sous pression. Et c'est un dégagement de Maxence Prévost, un dégagement un petit peu raté et qui arrive directement sur les Canets, qui joue très très vite le coup. Et belle frappe de Bilal Brahimi, 89e, ça fait 2-1. Alors là, la cabane est tombée sur le chien, comme on dit souvent, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était très compliqué. Moi, je vous propose de revivre ça avec le résumé de la LFP. Bon, on va plutôt écouter le résumé de beIN Sport. Bon, on coupera peut-être un peu parce qu'il est un petit peu long, parce qu'en fait, celui de la LFP, il n'y a pas vraiment de son, pas de commentaires. C'est quand même plus sympa avec des commentaires. Tennis is beautiful. It's a dance and a gladiator fight. On the court, there's nowhere to hide. No draws, no substitutions. You need personality, power, and finesse. It's maddening, but exhilarating. And this season, all bets are off. Le jeu que l'on aime est de retour à l'Open d'Australie, avec tous les matchs live et à la demande sur l'appli Eurosport. Monsieur Swifi,
au sifflet pour lancer donc cette dernière rencontre de la 19e journée. Sochaux accueille Caen à Bonal pour savoir tout simplement qui sera le dauphin des Havrais à l'issue de cette phase allée. En cas de succès, ce sera donc Sochaux qui passera devant Bordeaux. Vesbeek, Armougom, le long, c'est bien fait, il est bon ce début de match pour l'instant de la part des Sochaliens avec Doumbia qui va les provoquer face à Van der Merch. Doumbia qui rentre et qui revient sur son pied droit, qui n'a pas voulu frapper, finalement ce sera pied gauche et c'est dans les gants d'Anthony Mandrea. Ouais, Doumbia sur le côté là qui met un petit peu en difficulté le petit Van der Merch, le petit Hugo Van der Merch et puis derrière la frappe de Strasbourg notamment. On passe le départ Thomasson. Par exemple, il est bon ce ballon là encore une fois avec Valentin Henry qui s'est impliqué. Ibrahim Sissoko sur ce superbe service de la part du latéral sochalien Sissoko qui voit ce ballon filer au-dessus de la transversale. L'excellent début de match en tout cas des Sochaliens. Ouais, et on peut dire aussi de Valentin Henry qui est plein de gaz, plein de jus. On voit sur ses montées, il a obtenu un corner là, c'est un superbe centre pour Sissoko. De Strasbourg notamment. On passe le départ Thomasson. Par exemple, il est bon ce ballon là encore une fois avec Valentin Henry qui s'est impliqué. Ibrahim Sissoko sur ce superbe service de la part du latéral sochalien Sissoko qui voit ce ballon filer au-dessus de la transversale. L'excellent début de match en tout cas des Sochaliens. Ouais, et on peut dire aussi de Valentin Henry qui est plein de gaz, plein de jus. On voit sur ses montées, il a obtenu un corner là, c'est un superbe centre pour Sissoko. Et vous avez vu Sissoko, il a juste voulu contrer ce ballon mais pas suffisamment en rentrant dedans. Tony Mauricio qui a vu l'espace évidemment dans le trou, celui de Doumbia. 0 pour les Sochaliens, récompensés de leur envie, récompensés de leur allant. Et qui prennent les devants donc. Dès la 8e minute de cette rencontre, grâce à la 5e réalisation de Moussa Doumbia, servi par la 5e passe décisive de Tony Mauricio. Quel ballon mis de la part de Tony Mauricio qui le met au bon moment, dans la bonne zone. Et Doumbia, vous avez vu, hein, le contrôle est un tout petit peu long, mais il arrive quand même sur un pas à venir attraper pour mettre l'intérieur du pied. Ouais, c'est franchement la passe est belle entre Cissé et Van der Merch. Ce ballon qui est mis de la plus belle des façons de la part de Tony Mauricio. Et qui va changer finalement vers Valentin Henry. C'est un petit peu court et c'est contrôlé par Kirémé, l'auteur du premier but de la saison des Canets. On s'en souvient, c'était à Nîmes à l'occasion de la première journée. Victoire 1-0, c'est passé Ali Abdi qui va centrer fort avec Khaled Sandro Mendy qui a vu ce ballon lui filer véritablement devant le visage. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire pour Ali Abdi, de mettre un ballon très fort devant le but. Impossible pour Maxence Prévost de pouvoir intervenir. Mendy qui fait reculer, qui enfonce. Le ballon a été touché. Ouais. Et le ballon qui a été touché par Maxence Prévost ou juste avant? Non. Agouzoul qui a dû toucher ce ballon. Ça lui passe entre les jambes. Toujours en faveur des Canets avec Van der Merch qui joue vite. C'était bien fait. Ah, il y avait l'appel de Brahimi. Il aurait pu être resservi en première intention. Van der Merch qui va hériter de ce ballon tout de même. Le centre vers le second poteau où il n'y a personne si ce n'est Ali Abdi. Nouvelle possibilité peut-être pour le Tunisien. Au duel avec Valentin Henry qui est présent dans cette surface de réparation et qui est bien aidé par Tony Mauricio. Va essayer de ressortir. C'est un petit peu trop fort. Et Romain Thomas à son tour de venir se projeter vers l'avant, qui est sorti de sa défense. Et peut-être Vesbeek pour aller trouver Tony Mauricio. C'est une balle de 2-0, un 3 contre 1 négocié pour les Sochaliens. Tony Mauricio qui va rentrer, qui vient buter sur Anthony Mandrea avec une frappe qui manquait de tout, de puissance et de précision, alors que deux solutions s'étaient présentées à ce côté. Oui, c'était une vraie balle de break en faveur des Sochaliens. On peut parler d'un 3 contre 1, on était même presque sur un 4 contre 1 sur la fin de l'action. Et ce qu'a fait aussi Cissé est remarquable, c'est d'avoir freiné un petit peu et laissé l'opportunité à Tony Mauricio de pouvoir frapper et d'être suppléé par Mandrea. C'est vrai qu'il y a pas mal de déchets, hein, oui. Surtout côté sochalien. Brahimi pour Mendy
Aneba encore une fois. Il est bon. Pour Mendy cette fois-ci, il a été oublié. Sa reprise de volée parfaite. Mais il y aura une position de hors-jeu signalée contre l'attaquant canet à revoir bien sûr. Car ça peut être un tournant de cette rencontre. Hors-jeu évident. Bien arbitré. Et si l'on a dit tout à l'heure qu'il y avait une erreur car il y aurait dû y avoir un penalty en faveur de Malherbe, cette fois-ci il faut saluer la justesse de la décision du corps arbitral. Brahimi qui a été oublié dans le dos d'Aneba justement. Intervention de Kanouté, penalty. Penalty signalé par Monsieur Swifi. Y a-t-il faute ici? Oui. Il y a faute de Kanouté. Oui. Oui. Pour le 1 partout peut-être. Le buteur canet face à Maxence Prévost. Et ça fera un partout donc. 64e minute. Caen revient à hauteur grâce à la 8e réalisation d'Alexandre Mendy. Tebili qui peut revenir plein axe. Tebili encore. Tebili toujours. Tebili contré. Henry. Débordement. Ce ballon qui n'est pas sorti. Si, il est sorti. Si, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'était levé sur ce centre de Valentin Henry. Et il faudra évidemment revoir tout ça au ralenti pour se faire une idée précise. Le drapeau s'est levé. Le but avait été inscrit. Mais il a été annulé tout de suite par Monsieur Swifi. Alors, là c'est compliqué à dire. Si ce ballon est sorti entièrement parce qu'il y a le pied de Valentin Henry, on va faire confiance au corps arbitral. Hein. Ouais. Roby. Abdi. C'est bien fait, Jeannot qui va le remettre. Abdi, il a voulu conclure. Il a voulu conclure en imaginant un Prévost qui anticiperait, sauf qu'en plus sa frappe n'est pas cadrée. Allez Abdi. Il peut pas faire autrement, Clément. Mettre ce ballon second poteau, oui, on peut lever les bras à un moment donné, mais c'est soit passer devant son adversaire. Bodge. Rassoul Ndiaye. En fait, il aimerait des joueurs disponibles entre les lignes. C'est ce qu'il vient de dire. Là. Attention à cette relance de Prévost et ce ballon directement mis sur Brahimi. La qualité du contrôle et de la finition de Bilal Brahimi pour permettre au Canet de prendre l'avantage en cette fin de rencontre. Bilal Brahimi donc pour le 2-1. Caen a longtemps été mené dans ce match et les Canets sont désormais en passe de s'imposer. 89e minute à Bonal. Vous avez vu l'énorme pressing qui a été fait, Clément, sur cette situation. Là, on arrive quasiment sur la fin. Et là où Brahimi va tout de suite exploiter cette mauvaise relance de Maxence Prévost. Mais la relance de Maxence Prévost n'est tout simplement que la finalité, que les Sochaliens n'ont pas réussi à dégager ce ballon comme il le fallait à un moment donné. Et les Canets sont restés très haut, très haut depuis un bon moment où ils vont chercher les Sochaliens. Totalement des limites du terrain sur le but de Kaloulou. Je suis d'accord avec vous, on pourra en débattre. Mais il y avait une super situation aussi juste avant la mi-temps qui aurait pu être mieux exploitée. Oh Kaloulou, Ça file à côté, le sens du timing de l'attaquant sochalien à quelques centimètres seulement de remettre les deux équipes à égalité. Ah ouais, il traîne dans le dos de Cissé. Henry pour le frapper, c'est bien tiré. Ça peut revenir peut-être sur Maxime de Couteau. Le crochet n'a pas fonctionné. Peut-être une dernière possibilité avec un joueur qui était en position de hors-jeu, me semble-t-il. C'était Agouzoul. Le ballon qui a filé au-dessus de la transversale de Mandrea. Et Caen qui va s'imposer 2-1. Succès des hommes
de Stéphane Moulin. Parce que oui, ce soir, c'était sans doute les hommes de Stéphane Moulin plus que ceux de Patrice Sauvaget qui étaient sur la pelouse et qui vont s'imposer pour leur entraîneur, pour sa famille et pour tout le peuple de Caen. Succès de Malherbe donc, 2-1 sur la pelouse de Sochaux. Et oui, c'est donc Caen qui va s'imposer. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien, Bernard? Oui, oui, ça va, oui, meilleurs vœux, hein. Bonne année, hein. Oui, meilleurs vœux, c'est vrai qu'on ne s'est pas eu depuis Oui, bah oui, janvier, c'est ça vrai. fait. Meilleurs vœux, Bernard, meilleurs vœux à toi, ta famille. Oui, Et bah oui. donc, oui, santé, bonheur. Et puis la santé, surtout. Quoi, voilà, Exactement, surtout la santé, c'est ce qu'il y a de primordial, on va dire. Bon, ce match. Ah, je suis foutrage. Oui. Je suis foutrage parce que, en deuxième mi-temps, on n'a pas joué, et puis Prévost, Oui. il n'a pas lancé un ballon comme ça dans l'axe. Bah, c'est toute l'équipe qui n'arrive pas à dégager ce ballon. Oui, mais comme je disais avec le collègue Eric, là, quand on match ensemble, il n'arrive pas à dégager le ballon, mais personne vient l'aider. Bah, c'est surtout tout le monde, voilà. Il y a Rassoul aussi qui remet la balle en retrait. Personne n'arrive à dégager ce ballon, alors qu'il faut vite le dégager. Et c'est... Ah oui, mais c'est c'est comme ça ne passe ancré, il n'a pas le droit de la prendre à la main, je comprends pas, il n'a pas le droit À ce compte-là, on la met dans l'axe comme ça, quoi. Qu'il la fout à la limite en corner ou en touche, mais... Bah, à ce compte-là, c'est plutôt celui qui lui donne le ballon qui peut la mettre en touche. Rassoul, il peut la mettre en touche ou n'importe où, ou dégager. Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre aussi, ça, quoi. Oui, aussi, quoi, qui dégage ce ballon, mais pas dégager la remettre sur le gardien. N'importe où, mais c'est voilà, ce qui est navrant, c'est cette première période où on mène à 0. On a le 2-0 si Tony Mauricio lève les yeux puis qu'il voit les deux autres Sochaliens qui sont tout seuls dans la surface. Le match, il peut être différent, là, à 2-0. Et puis juste avant le but de Doumbia, le rapide Sissoko, là. Oui, aussi, il y a ça aussi. En plus, il est tout seul, il est tout seul, il n'a personne au marquant, il a juste à la contrôler, et puis la mettre à le sol. S'il la contrôle, qu'il la met à le sol, ça fait peur. Après, voilà, quoi. Ouais, je pense qu'il est... Oui, on a largement la possibilité de tuer le match en première mi-temps, c'est ça veut dire, quoi. Je pense qu'il n'est pas en confiance pour le moment, Sissoko. Ah oui. Ouais, mais là, ça fait quand même 3 défaites d'affilée, quand même. Hein. C'est ça. Bon, à Bordeaux, la défaite, oui et non, parce que pour moi, il y avait pénalty en fin de match. Mais... Et puis sur Alvero. Oui, c'est ça. Pour moi, il y a pénalty, mais bon, c'est défaite quand même, faut le souligner. Au Havre. Non, mais c'est sûr. Au Havre. Et puis sur le deuxième but que marque Sochaux, le ballon de Henry, il n'est pas sorti à 100%. Hein. Non. Pour moi, il est valable, le but. Ah oui, parce que en voyant les images, j'ai encore regardé hier soir sur Prime Video, parce que ils remettent les pas Prime Video, sur Beansport. Je sais plus. Oui, sur Bean. Eh ben sur le ralenti, on voit bien que le ballon, il n'est pas sorti à 100%. Hein. Voilà, il n'est pas sorti à 100%. Il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Il n'y a pas grand-chose. Il faut vraiment le voir. Il y a peut-être quoi? Allez, on va dire. Il y a peut-être 3 cm, mais il n'est pas sorti à 100%. Mais après, je pense qu'à vitesse réelle, l'arbitre ne peut pas le voir. Il faut être aussi honnête. Mais c'est pour ça qu'il faudrait l'avoir en Ligue 2, comme en Ligue 1. Oui. Comme en Ligue 1. C'est ça. On est totalement d'accord. De toute façon, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, même en Ligue 1, les arbitres, ils arrivent à faire des boulettes. Hein. Oui, ça arrive, mais c'est vrai que la VAR, on corrige quand même pas mal. Hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et puis sur le match au Havre, c'est pareil. On a des occasions. Et puis, c'est pareil. Le match au Havre... on prend encore un but sur coup de pied arrêté. Hein. Il n'y a personne au deuxième poteau. Sur le match au Havre, on a des occasions, mais on n'a pas tant que ça quand même. L'animation offensive, elle a été un petit peu stérile. On avait le ballon. On avait le ballon, mais par contre, l'animation offensive, elle était un petit peu stérile. Donc c'est ça. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'à Bordeaux, sur Alvero, il y a pénalty, quoi. Après, si nous c'est pénalty, là, ça peut faire 2-2. Pour moi, il y a pénalty, oui. Après, c'est un avis personnel. Hein. Pour moi, il y a pénalty. Oui, non, mais c'est sûr. Mais mais de toute façon, Bordeaux et puis Le Havre, on les attendra à venir à Bonal. Oui, ils vont arriver très vite. D'ailleurs, le 11 février, Le Havre sera du côté de Bonal. Mais avant ça, j'ai vu. Ça tombe
Ça tombe un samedi. Un samedi, ça, je crois. Oui, c'est ça. Bon, donc le match sera sans doute à 15h, je pense. Hein. Oui, on on verra, est je sais capable pas. de nous mettre à 15h. Oui, je sais pas s'il est déjà programmé. J'ai pas fait attention. Je sais pas, j'ai pas regardé. Par contre, je Mais, sais que samedi, Saint-Étienne-Sochaux, c'est à 15h. Voilà, mais en tout cas, il y aura un match là qui arrive très vite, où on sera d'ailleurs. On sera du côté de Saint-Étienne. Saint-Étienne-Sochaux. Saint-Étienne, un Oui, club oui, qui oui. va Oui, pas très bien. c'est samedi qui vient, là. Oui, c'est ça, samedi à 15h. On sera donc du C'est à côté du 15 stade heures. Geoffroy Alors, Guichard. là, je pense qu'il faut rebondir à Saint-Étienne, là. Avec une arrivée, avec un joueur qui va arriver très bientôt, apparemment. On parle de Jodel Dossou. C'est pas encore annoncé officiellement. Oui, j'ai vu ça, oui. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il serait déjà sur Montbéliard. Oui, hein. apparemment. Ce lundi, il devait passer, je pense, la visite médicale. Oui, c'est ça, oui, il devait passer. Parce que j'ai vu ça sur. C'est ça. Il me semble que c'est sur sur Twitter. Et puis, je crois c'est que ça. j'en avais. Oui, c'est ça. Ça fait une semaine. Ça fait une bonne semaine qu'il est annoncé du côté de Sochaux. Et donc, il faut se rappeler qu'il y a. C'est sûr. Mais c'est quoi? C'est un milieu? C'est un attaquant? C'est un Non, défenseur? c'est un ailier, mais c'est un attaquant quand même. Hein. Il a mis, en fait, il y a 2 ans, quand Clermont est monté en Ligue 1, il avait mis 15 buts. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est un petit peu. On le surnomme le Speedy Gonzalez de la Ligue 2. Ah, d'accord, ok. Donc, il allait très vite. Que ça. Il va y avoir la concurrence, là, parce Bon, qu'il y a aussi après- Soko, Kaloulou. Après, il a quand même fait des matchs en Ligue 1 là, cette année. Il a déjà fait 37 matchs en Ligue 1, il me semble, et puis il a mis 3 buts. Mais bon, après, voilà, et il reviendrait. Mais Donc, ce qui est dommage sur le match de Caen, là, moi, parce que je me rappelle plus, il a mis qu'un attaquant, il a mis Sissoko en pointe, non? oui, c'est ça. Et moi, j'aurais mis Sissoko Kaloulou. Oui, je pense qu'il aurait dû. Sur ces matchs-là, bon, après, je critique pas Olivier Guégan, parce qu'il fait du bon boulot, mais j'aurais. Mais, Non, je sais pas, quand tu dis. à croire qu'ils veulent pas de cette deuxième place. Quand tu dis ça, c'est pas critiquer, hein, c'est un constat que. Tu sais, on est tous un peu Moi- entraîneurs, hein. On est tous un petit peu entraîneurs. Donc, oui, toi, ton souhait, c'était de voir 2 attaquants. Peut-être que voilà, Olivier Guégan a d'autres souhaits également. Chacun a des souhaits. Mais c'est vrai que peut-être qu'avec l'arrivée de Dossou, ça va amener aussi un petit peu de concurrence à cette attaque sochalienne. Et puis, ça va ramener un petit peu plus d'allant. Peut-être que ça va faire bouger un peu les lignes. Par contre, très bonne, il faut souligner quand même le très bon match de Valentin Henry et de Herman Tebili, sa rentrée. Ah oui. Et là, par contre, Henri, très bon. Très bon. Très bon. De toute façon, déjà, quand il jouait la saison dernière, il était bon. Hein. Oui, là, il est très bon. Et puis Herman Tebili, son entrée, là, franchement, pour le moment, je me demande si il faudrait pas le mettre titulaire d'entrée. Parce que la rentrée qu'il a faite, moi, elle m'a bien plu. Oui, parce que quand il est rentré, il distribue des ballons, quoi. Après, voilà, quoi, c'est... Après, je sais pas ce que tu as pensé de la rentrée. C'est vrai qu'après, il joue en 4-2-3-1, mais c'est pas... Moi, je préférerais encore un 4-4-2, ça serait encore pas mal aussi, quoi. Oui, après, le 4-4-2, c'est la base. Après, c'est vrai que Omar Daf jouait un peu comme ça la saison dernière, mais c'était un peu plus défensif. Bon, après, Guégan, lui, c'est un petit peu plus offensif. Bon, après, faut trouver la bonne formule, c'est pas simple. Mais il parlait aussi du joueur de Lorient. J'ai plus son nom. Ça va me revenir. Mais mes collègues vont peut-être m'aider. Le jeune joueur que Lorient, le joueur avait joué en coupe contre Lorient. Ça va me revenir. Vous allez me dire. Je vais regarder. Voilà. J'ai son nom. Son nom m'échappe. Ça va revenir. Mais apparemment, Olivier Guégan souhaite un défenseur central, mais plus expérimenté, apparemment. Ouais. Ah, mais moi, je trouve que, bon, il fait... Moi, je trouve qu'au niveau des gardiens, il faudrait faire comme un peu. Il faudrait faire jouer un peu Mehdi Janin, je pense. Oui, après, je suis pas sûr que ce soit les... Voilà, c'est Bamo Meïté. Voilà, qui... Ah voilà. Bamo Meïté, un joueur de Lorient. Bon, après, moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher on n'a pas grand-chose à reprocher quand même à Maxence Prévost, hein. Ah, sur le match, là, certains diront, oui, mais il a relancé. Mais moi, j'en veux plus à sur le deuxième but de Caen, mais c'est vrai qu'il n'y a personne qui vient l'aider, quoi. Et comme tu disais, Rassoul, il doit se la foutre en corner, sur en touche, mais oui, ou même le joueur qui a le ballon avant, on la dégage, on la met en touche. Je crois qu'à Mondial, il me semble que c'est Mauricio, je crois.
Oui, donc il faut pas, je sais pas, faut la Oui, dégager. oui, Bon, oui. après, c'est facile Oui, à dire après, hein. la dégager loin, quitte à la foutre en corner ou en touche, mais C'est pas après, mettre un ballon comme ça en retrait pour le gardien, quoi. après c'est C'était sûr que... toujours Mais facile. sur la deuxième mi-temps, je trouve que Caen n'a pas volé sa victoire parce que ils ont posé beaucoup de problèmes sur la deuxième Bah, mi-temps. hein. ils avaient plus de motivation, puis forcément, quand tu marques le penalty, ben, Oui. tu remets l'équipe en oui, confiance. par contre, le penalty, il y a penalty ou pas? Parce que je Oui. trouve qu'il est sévère quand même. Hein. Non, il y a penalty là. Non, il y a Parce penalty. parce que bon, j'ai vu Il le met match les à la mains. télé, mais Il met les mains. Il met les mains, Ah, donc ouais. il y a penalty Ouais, et surtout ouais, ça. je crois qu'il le pousse avec le bras gauche, il me semble. Hein. Oui, il le pousse même les deux mains. Moi, j'ai vu les deux mains. Et c'est vrai que c'est à un moment donné où l'attaquant canet, il est pas dangereux, quoi. Ouais, Il est pas oui, dangereux. Il suffit de rester devant lui et puis voilà, d'essayer de le contrer, mais sans le toucher. Il suffit de rester devant. En plus, il est grand. Ouais, c'est vrai, mais sur le. Là, c'est une faute stupide. Oui, hein. C'est, oui, mais bon. Oui, parce que sur cette action-là, je pense que pour la centrer, ça aurait peut-être été compliqué. Bah, pour bien l'attaquant sûr, bien canet, sûr. quoi. Il fallait juste rester devant. Après, tout le monde s'appelle pas Messi, donc forcément. Ouais, non, mais c'est À sûr, moins de c'est s'appeler sûr, c'est Messi, il sûr. aurait fait quelque chose voilà, d'exceptionnel. Bon, bah là, on aurait tous applaudi. Mais il fallait juste rester à côté de lui et sans se jeter, sans faire de faute. Et là, c'est vrai que bah, tu remets en confiance l'équipe, hein, l'équipe de Ouais, Caen. Hein, tu les non, relances. c'est Hein. sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais sur ce match-là, on doit jouer le match en première mi-temps. Hein. Et, juste avant la pause, avec Tony Mauricio et puis les deux joueurs. Avant la pause, et puis parce entre moi je dis entre le début du match et la 8e minute et avant la pause, quoi. Mais tu sais, ça m'a rappelé le match où j'étais d'ailleurs, du côté d'Annecy. C'est la même chose. Ouais. On marque à la 7e Ah. minute de jeu et en deuxième période, on craque complètement et on prend 2 buts. Ouais, c'est ça. C'est le même scénario. Hein. C'est exactement pareil. Donc, C'est exactement pareil. Donc alors après, est-ce que c'est mental? Est-ce que parce que de la technique, les joueurs ils l'ont, il n'y a pas de souci. Alors après, est-ce que c'est un aspect mental aussi? Oui, aussi, peut-être, ouais. Est-ce que c'est la pression? Si on gagnait, on était deuxième. Ou alors est-ce que on arrive aux limites de l'équipe? Voilà, c'est des interrogations. Est-ce que on... Là, franchement, je ne saurais pas quoi te répondre. Quoi. Oui, c'est compliqué, hein. On sait pas. Ouais, non, c'est sûr. Donc, mais je pense que Sochaux, ils se disent, bon, allez, à 0, ils se disent, bon, c'est gagné, on va lever un peu le pied, et puis c'est là qu'on se fait punir, quoi. Ah oui, il ne faut jamais lever le pied, il faut toujours, non, mais toujours aller de l'avant, toujours essayer de marquer un deuxième but. but. J'ai vu les réactions d'Olivier Guégan sur Twitter, apparemment, il leur a passé une sacrée soufflée dans le vestiaire. Hein. Oui, bah après, ça me paraît logique, hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'était un match important. Tu peux rester dans le bon wagon. C'est ce que je dis, à croire que cette deuxième place, ils n'en veulent pas. Oui, mais tu sais, ça me rappelle toutes ces années où on était, à chaque fois qu'on avait l'occasion de franchir un cap, de passer à chaque fois, on ne le franchissait pas, ce cap, on perdait le match. C'est vrai, hein. Ça fait plusieurs années que c'est un peu comme ça, quoi. On a un cap à passer, on a un match qui est hyper important et on passe au travers. C'est vrai? Mais c'est sûr, c'est comme quand on était à Bordeaux. À Bordeaux, ils n'avaient pas gagné depuis 5 matchs et puis on les a lancés. Oui, puis en plus, on fait un super match à Bordeaux, franchement. Super match. Moi, j'y étais, c'est vrai. J'ai vu l'équipe Sochaux en deuxième période. Moi, j'ai vu des joueurs de Bordeaux. Parce qu'à la fin, ils ne montrent pas toutes les images. Hein. Et à la fin, moi, j'ai vu des joueurs de Bordeaux avec les mains sur les hanches et qui étaient claqués. Bon, après, ils étaient à 10 depuis un petit moment. Mais ils étaient râpés. Donc, c'est parce que Sochaux a poussé. Sochaux allait de droite à gauche. On les a bousculés. Mais à la finale, on perd le match, quoi. On perd 3 points. Ouais, mais c'est sûr. On perd le match parce que, comme je disais tout à l'heure, sur Tébéli, il y a pénalty. À Bordeaux, on doit minimum ramener un point. Sur Alvero, il y a pénalty à la fin. Sur Alvero. Mais il y a surtout cette absence de 2 minutes. En 2 minutes, on prend 2 buts. Et ça, c'est pas normal. Oui. Sur 2 minutes. Je crois que sur le deuxième but, c'est encore une mauvaise relance de la défense, il me semble. Ça devait être un truc non, comme c'est ça. un long ballon qui part. Après, Julien Faussurier, il est pris au départ. Il essaye d'accrocher un peu par le maillot, on le voit. Il essaye d'accrocher un peu par le maillot le joueur de Bordeaux. Mais s'il le tire trop, il prend un rouge, donc il le relâche. Il le lâche et puis le joueur va marquer. Mais c'est surtout Bon, après, sur le
premier but, le corner, en fait, il y a une faute juste avant, le jeu est arrêté. Et on sait que dans ces phases-là, c'est uniquement de la concentration. Hein, il faut être hyper concentré. Et après, sur le corner, il n'y a personne au marquage. Et puis, Oui, on prend le but. Quoi. Et Mais 2 puis minutes. sur je reviens sur le match de Bordeaux. Là, c'est vrai que l'arbitre, il n'a pas aidé Sochaux non plus, parce que à chaque fois qu'il y avait Sochaux avait la possession de balle, il faisait obstruction. Je sais pas, il sifflait une faute. Des fois, il y avait peut-être faute ou pas. Mais à chaque fois que Sochaux avait le ballon, il laissait pas l'avantage. Oui, mais après, si ton équipe elle est plus forte, elle doit s'imposer, arbitre ou pas. Tu dois t'imposer. Après, il faut pas toujours. Oui, c'est sûr, c'est sûr. L'arbitre a le droit de faire des erreurs aussi, c'est humain. Mais après, si ton équipe est très forte, si ton équipe est très forte, elle doit s'imposer. Il faut pas compter sur l'arbitre. Après, ça peut arriver des erreurs d'arbitrage, on est tous d'accord. Mais après, comme il n'y a pas la VAR, l'arbitre il a le droit de se tromper. Et c'est vrai qu'il faut, comme tu dis tout à l'heure, il faut la VAR, c'est important. Ça va être important. De toute façon, il faudrait quand même bien qu'ils la mettent la VAR. Bien sûr, c'est une évidence. Ça serait quand même pas mal, parce que je vois pas pourquoi qu'on la met en Ligue 1, on la met en Ligue 1, on la met en Ligue des Champions. Exactement. En Bundesliga lié, dans le Calcio lié. Exactement. Donc il va falloir que... Mais je crois qu'ils ont fait un essai. Ils ont fait un essai, je crois, du côté du match de Quevilly. Ils ont fait un essai avec la VAR. Et maintenant, ils vont même... Je pense que l'arbitrage est en train de changer. On va même pouvoir entendre les conversations entre les arbitres qui sont dans la VAR, qui sont dans le poste de pilotage, et l'arbitre du centre. Et on va aussi entendre... Ça va être top. Hein. Et c'est bien, comme au rugby. Ouais. C'est ce que je demandais tout le temps. Mais oui, bien sûr. Ça va peut-être copie un peu sur le rugby. Ça va peut-être changer. Oui, je pense qu'avec la nouvelle nomination de l'arbitrage français, il y a des choses qui vont changer. Je pense que ça va aller dans le bon sens. Il faut l'espérer en tous les cas pour que tout soit bien clair et ficelé. Eh bien, merci beaucoup, Bernard. Oui. Et puis comme petite question, j'ai regardé le classement, on est qu'à 3 points de Bordeaux. Il peut qu'on gagne à Saint-Etienne et puis Bordeaux vient à perdre. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut aller gagner à Saint-Etienne. Ça va pas être simple. Oui, mais ça va être dur. Après, là, on a Valenciennes. Il y a une équipe qui revient bien aussi, c'est Metz. Hein. Metz, oui, bien sûr, Metz revient. Ah, et puis, ils sont bien revenus. Hein. Et puis, on a deux gros... Moi, je dis 1-2 pour Sochaux. Oui, après on verra, on espère, parce qu'il y a Saint-Etienne là, mardi prochain, donc c'est Valenciennes. Donc 2 gros matchs qui arrivent en très peu de temps. Donc, oui, là, ça fait du coup qu'ils ont 3 matchs en une semaine, là. Oui, c'est ça, j'espère que Jodel Dossou va signer très vite et puis qu'il sera qualifié très rapidement. Parce que ça serait bien, quoi. Ça va être... Ça serait bien qu'il nous claque des buts venus d'ailleurs et puis qu'il nous fasse monter. Ouais, même s'ils viennent pas d'ailleurs, des buts tout simples mais qui rentrent au fond des filets, ça suffit. Oui, voilà, ça fait trembler les filets, voilà, quoi. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé. Il n'y a pas de quoi, puis il y a la semaine prochaine, puis il y a les Sochaux. Exactement, allez Sochaux. Bon, on garde ton pronostic de 2-1 pour lundi prochain. 1-2, parce qu'on est 1-2, c'est vrai, t'as raison. Oh là là, moi je dis 2-1. Voilà. Non, mais j'avais croisé les doigts, donc ça marche pas. Ça va être annulé. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Il n'y a pas de souci. À très bientôt, bonne soirée. C'était Bernard, fidèle auditeur des Jaunes et Bleus. Donc faites comme lui, 03 81 50 67 51. Venez nous appeler en direct et puis nous dire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre Sochaux et Caen, puisque vous pensez de manière générale de cette équipe sochalenne. On va écouter tout de suite Olivier Guégan. C'était juste avant le match. Vous allez voir, il a une pensée évidemment pour Stéphane Moulin, qu'il connaît très bien. Dans ces zones de vérité, avoir cette efficacité aussi sur la stratégie, c'est-à-dire sur les remises en jeu, que ce soit des coups de pied arrêtés défensifs ou offensifs. Et c'est vrai que pour nous, c'est un levier de progression. Maintenant, je pense que si on doit faire un grand résultat ce soir, il faudra du contenu. Et ça passera par là. Donc voilà, qu'on joue libéré, qu'on soit engagé, qu'on ait du monde dans le secteur offensif pour aller marquer des buts, tout simplement. Donc ça va être un match intéressant. L'aspect émotionnel, post-polémique de la semaine dernière, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte dans la préparation de ce rendez-vous. On peut imaginer par exemple un premier quart d'heure qui peut être peut-être un petit peu tendu avec une envie des canets décuplés. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez préparé vos joueurs ou vous pensez que c'est pas nécessaire particulièrement ? Déjà, on a une pensée pour Stéphane aussi. Beaucoup de compassion dans cette période de deuil qui est très très difficile pour lui et pour sa famille. Donc une grande pensée pour lui.
Et puis après, voilà, il y a des faits contraires. Le match a été décalé, c'est bien. C'est bien parce que c'est qu'un match de football et il y a de l'humain derrière. Donc c'était important de décaler ce match. Et puis maintenant, prendre du plaisir et place au jeu. Merci beaucoup, coach. Merci à vous. C'était donc Olivier Guégan avant cette rencontre. Et puis on va écouter aussi également Patrice Sauvaget. C'était aussi avant cette rencontre. Que dans ces zones de vérité, Bon, ben là l'ordi bug un petit peu. Donc on va écouter tout de suite la réaction en fin de match. On écoutera donc celle de Bilal Brahimi, le buteur de cette équipe de Caen. Ouais, Bilal, il n'y a eu aucun tir cadré Canel en première période. Comment vous l'expliquez? Pourquoi c'est si dur? On passe un bon bloc de Sochaux. Bien. On a eu beaucoup de situations à côté de la surface de réparation, mais on doit mieux faire sur le dernier geste plutôt. C'est ça qui manque? Ouais, franchement, il manque ce dernier geste. On sait qu'il y a une deuxième mi-temps et qu'il va avoir beaucoup de coups à jouer. Merci. Merci, on vous laisse vous réchauffer parce qu'il ne fait pas bien chaud. C'était donc Bilal Brahimi. C'était juste, vous l'avez compris, à la fin de cette première mi-temps. Et il ne sait pas encore qui va marquer plus tard dans cette rencontre. Et puis Gaëtan Westbeck également à la fin de cette première mi-temps. Gaëtan, alors vous menez, il y avait quand même l'occasion d'en mettre un deuxième. Là, ça doit être un peu frustrant de finir comme ça sur cette première période. Non, comment vous l'analysez? Ouais, frustrant parce que malgré tout, c'était une première mi-temps compliquée. Il faut se le dire et je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup mieux sur la deuxième. On a ouvert le score heureusement, mais il faut qu'on fasse beaucoup mieux sur cette deuxième mi-temps. Ça se joue sur quoi? Qu'est-ce que c'est ce beaucoup mieux? Juste être plus intelligent dans notre jeu, ils viennent nous chercher haut, utiliser Ibra devant en point d'appui et je pense que ça ira beaucoup mieux si on fait ça. Il faut jouer un peu plus direct sur Ibra justement? Ouais, ça aussi parce qu'ils ont décidé de venir nous chercher haut, c'est pas toujours des équipes qui nous font ça. Ce soir c'est le cas, donc c'est à nous de s'adapter et d'aller chercher Ibra un peu plus haut. Merci Gaëtan, merci. C'était Gaëtan Westbeck, donc le capitaine de cette équipe du FC Sochaux-Montbéliard. Alors est-ce qu'on va pouvoir avoir la réaction avant justement cette rencontre de Patrice Sauvaget? Bon, je suis pas certain. Apparemment, l'ordinateur, lui, il veut rien savoir. Donc, on va écouter les réactions à la fin de cette partie avec les deux entraîneurs, Olivier Guégan et puis donc Patrice Sauvaget qui remplaçait donc Stéphane Moulin. De l'agacement, de l'énervement, de l'incompréhension aussi. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, tout simplement. Il faut montrer d'autres vertus et d'autres valeurs quand on ambitionne des choses. Il faut jouer avec son cerveau, avec son cœur, avec ses tripes, avant de penser que ça va venir tout seul. Donc oui, le match, on l'a donné. On fait ce qu'il faut pour mener 1-0. Et après, on a déjoué, on est sorti de la partie. Et Caen, au mérite, a été chercher ce qu'il voulait. Mais ce soir, on doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ouais. C'est là aussi qu'on va voir si on a du caractère et de la personnalité pour vite rebondir et rebasculer sur le prochain match. Mais on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas fait le boulot ce soir et on a tendu la joue pour se faire fesser, comme on dit. Donc après on peut analyser tout ce qu'on veut. En tout cas, on n'a pas pris 2 points ce soir et c'est juste pas normal. J'espère que ce sera la dernière, mais même s'il n'y a pas eu d'alerte, parce que nos derniers matchs étaient plutôt cohérents, mais on doit donner beaucoup plus pour aller chercher des points. C'est largement insuffisant dans plein de domaines.
Oui, déjà c'est une victoire que, vous en doutez bien, on va dédier au coach et à sa famille, forcément dans ce moment difficile. Ça fait longtemps qu'on y pense, on n'avait pas réussi encore à lui offrir ce petit coin de ciel bleu, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc je félicite forcément les gars pour la débauche d'énergie, la qualité aussi qu'ils ont mis dans le match. Pourtant ça n'avait pas bien commencé, mais ils ont encore été épatants et su trouver les ressources morales pour revenir, un, dans le match et puis deux, pour l'emporter. Le danger, c'est aussi l'équilibre d'équipe. Et si on se rappelle bien, à la 45e, on a un contre à 3 contre 1 et le match peut déjà être plié parce qu'on n'était pas équilibré. Donc ça, c'est encore des axes de progression qu'on doit avoir. Parce que c'est vrai qu'on a 2 latéraux qui sont offensifs, qui sont portés vers l'avant. Donc il faut qu'ils soient vigilants l'un par rapport à l'autre, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas ou en égalité ou en infériorité numérique comme ça a pu se passer. Donc c'est à nous de travailler encore avec ce système, d'essayer de progresser. Et puis on verra la suite, comment ça va se dégoupiller, pardon. C'est donc les réactions des entraîneurs de l'équipe de Sochaux, bien évidemment, avec Olivier Guégan, et puis également avec donc l'entraîneur par intérim qui remplaçait justement Stéphane Moulin, Patrice Sauvaget. Les autres matchs, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres, il y avait juste lundi dernier, donc Saint-Etienne qui s'est imposé du côté de Nuance. Saint-Etienne, prochain adversaire des Sochéens, comme on le disait. Pour cette 20e journée, ce sera à partir de 15h au stade Geoffroy-Guichard, où on sera donc. Là, on a perdu à Bordeaux, on s'est déplacé à Bordeaux, on a perdu. Là, maintenant, je vais à Saint-Étienne, on gagne, hein, c'est pas possible. C'est pas possible, là. Sinon, je vais être. Sinon, je vais être le chat noir et je vais plus être obligé de faire des déplacements. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il y aura également pour cette 20e journée à 19h Dijon-Bordeaux, Nîmes-Niort, Caen-Laval, Valenciennes-Metz, Amiens-Le Havre, Grenoble-Bastia, Rodez-Guingamp, Quevilly-Paris FC et Pau FC Annecy au classement. Donc, Le Havre est toujours en tête, 42 points, suivi du deuxième Bordeaux, 33. Troisième, Metz, 31 points. Et puis également, quatrième, Sochaux, 30 points. Attention avec Grenoble, qui est donc cinquième avec 30 points. C'est un peu serré avec Amiens également, qui a 29 points. Caen, septième avec 28 points, grâce à cette victoire qui remonte aussi également. Attention, ça commence à se resserrer en haut de tableau. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2, si plus personne ne veut passer en ligne. Et puis, on va ouvrir la page de monsieur Frédéric Fitch, qui est en train omnipulé par l'ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il regarde, mais... Allez, on va y aller, puis après on reparlera justement du tirage au sort, que Tony et Nicolas nous suivent. Attends, bouge pas, je vais déjà te mettre le micro. Déjà le morceau Est-ce que tu veux le beau petit morceau qui attend les 8e déjà? Je sais, j'ai vu. Un bon match là, qui attend là. Oui, mais on le dira après. Vas-y, commence ta chronique. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la 16e journée nationale 2, où le Racing Besançon s'est déplacé du côté du FC Metz, où ce sont malheureusement les Messins qui se sont imposés 2-1, malgré que les Byzantins ont ouvert la marque dès la 7e minute. Et Metz qui était réduit à 10 à la 22e. Oui. Racing menait pourtant 1-0 à la mi-temps. C'est ça qui est important à souligner. Comme Sochaux, deuxième période a été très compliquée. Ensuite, c'est dommage, c'est pas une bonne opération, hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Alors, l'ASM Belfort n'a pas disputé son match contre Saint-Quentin. Il était reporté au 18 février pour cause de Coupe de France pour les Belfortins, bien sûr. Au classement, les Belfortins sont 11e avec 19 points et le Racing Besançon est 12e avec les premiers relégables avec 17 points. Prochaine journée. Et premier relégable. Oui, premier relégable, oui. Il y en a 5 qui descendent sur 16. Oui, c'est vrai. Et la prochaine journée, c'est le derby entre Racing et Belfort. Exactement. J'ai déjà terminé sur la Nationale 2 puisque du Racing n'a pas joué son derby contre Louan-Cuiseaux à cause du mauvais temps. Oui, c'est ça, il avait été reporté. Ils iront à Alès dans 15 jours, les Jurassiens. Donc. Ok. Oh, il y a une énorme surprise, je le sens là. Ouais, on regardera après. Vas-y, continue ta chronique. En National 3 aussi, il y a eu des matchs reportés. Il y a Tony et Nicolas, ils sont en transe là. Donc
ils vont nous encore annoncer un tout peu de ça. suspense, mais je le sens bien là, ce Ouais. qu'il va nous Allez, annoncer. vas-y, Là. continue la chronique parce qu'il y a encore le handball après. 13e journée de National 3 où 3 matchs ont été reportés. Mont-Soleil-Mines, Jura de Loire, Morteau-Lebon, FC Sochaux-Montbéliard et Grand-Villard-Dijon. Le CA Pontarlier s'est déplacé du côté de Saint-Apollinaire où malheureusement les jeunes de Jean-Luc Courtet se sont taquinés 3-2. Le Besançon Foot s'est déplacé du côté de Cône-sur-Loire dans la Nièvre où ils ont fait match nul, 1 partout. On peut dire que c'est un peu celui qui a un peu sauvé les clubs franc-comtois dans ce week-end, le sauveur, on peut dire. Et pourtant, ils perdaient 1-0, mais les hommes de Benoît Pensier ont réussi à revenir à égalité. Alors, le CA Pontarlier reste en tête avec 31 points. Ensuite, on retrouve Jura de Loire qui est 4e avec 22 points. Le Besançon Foot est 7e avec 17 points. La réserve de SC Sochaux-Montbéliard est 10e avec 15 points. Morteau-Lebon est 11e avec 14 points. Et Grand-Villard est 13e et avant-dernier avec 9 points. Grand-Villard qui se déplacera du côté du Stade Léo-Lagrange lors du prochain match le dimanche 5 février pour affronter le Besançon Football. Tu l'as pas dit tout à l'heure, mais il y aura un match amical Racing Besançon-Jura de Loire. Ce vendredi. Et le Besançon joue à Morteau aussi son match en retard. Oui, voilà, le BF va rejouer son match. Le Besançon Football va rejouer son match en retard du côté de Morteau. Et il y aura ce match vendredi. Match amical, on ne sait pas. J'ai pas vu encore l'horaire. Alors je sais pas. J'ai pas c'est vu au Stade Léo-Lagrange de Sûr. Ah, c'était au Stade Léo. Ce sera au Stade Léo-Lagrange. D'accord, ok. Il y a pas. Si la météo le permet. Il y a déjà un horaire ou pas? J'ai pas fait attention. Non, c'est 18h, j'ai entendu parler. D'accord. Mais... Bon, je peux pas confirmer, mais je crois que c'est 18h. D'accord, ça marche, pas de souci. Quant à la journée de samedi 4 février, pour la prochaine journée, le Jura de Loire recevra de la réserve de Dijon. Morteau-Lebon se déplacera du côté de Quetigny. Le CA Pontarlier recevra Mâcon. Et la réserve du SC Sochaux-Montbéliard recevra Cône-sur-Loire. Parfait. C'est tout bon? C'est tout bon. Alors messieurs. Surprise. Bon, je sais. Je sens bien le classico arriver. Oui. Oh, tu as touché au but. Il y a 2 grosses affiches. Bon, allez, j'ai rien. On me l'a envoyé par téléphone, donc. Je savais. Allez, dites-nous tout. Allez, dis-nous un peu, Nicolas, un peu les affiches de cette Coupe de France. Tout est tiré là, c'est fini? Ah, tout est tiré. Bon, allez, vas-y, dis-nous. Annonce-nous la couleur. Pour commencer, Lyon qui recevra Lille. Ah, belle affiche. Toulouse, Reims. Affiche de Ligue 1. Vierzon. Et là, ça va se retourner parce que normalement, c'est les petites équipes qui reçoivent. Donc, Grenoble a été tiré en premier. Donc, je suis plus sûr maintenant que ça joue, hein, ça. Ah ouais? Ah oui. Je suis pas. Non, moi je crois que c'est fini ce temps-là. J'ai rien dit. Oui. Raison. Je peux me tromper, hein, mais je crois que c'est fini, c'est terminé. Après, Auxerre recevront Rodez. Lorient, Lens. Paris FC, Annecy. SCO d'Angers, Nantes. Marseille, Paris Saint-Germain. Et voilà. Ou Pays de Cassel. Ou Pays de Cassel, c'est vrai, il faut rajouter car la rencontre n'a pas eu lieu. Oui, ça sera l'Orange Vélodrome parce que c'est du naming, comme on appelle ça. Donc maintenant, on est obligé de citer tout le monde. Monsieur Frédéric Fitch, on est obligé de citer Bouygues, Free. Voilà, maintenant, je suis obligé de citer tout le monde. Bah, bravo. Merci. J'en ai oublié un, Bouygues Télécom, exact. Merci, merci Tony. Oui, on est obligé de citer un petit peu tout le monde. Bon, messieurs, on va refermer cette page football, puis là, on va parler un petit peu handball, non? Ah, parfait. Ah, là, je sens la pression monter, là. Bon, il y avait un match important en European League ce samedi du côté du Palais des Sports où le SBF pour son 3e match européen cette saison recevait le Borussia Dortmund avec 2 victoires d'affilée. On s'est dit tiens, pourquoi pas 3/3 hein. Bon, ce match a mal démarré avec les Byzantines très mal. Voilà, qui encaissent déjà un 5-0. Après, il y a eu même 8 buts d'avance pour cette équipe de Dortmund. On a eu un peu peur. Hein. Moi, je vous cache pas, dans les tribunes, j'ai eu un peu peur, mais après on sait toujours que les filles de l'SBF ont toujours une réaction d'orgueil et puis elles sont revenues petit à petit, mais à la finale c'est compliqué quand on court après le score. Enfin, c'est une très belle équipe allemande, il faut aussi le souligner, costaud, des joueuses costauds qui ont été appliquées, costaudes, pardon, oui, ça doit se dire. Il y a une future joueuse de Metz qui jouait là-bas. Oui, la meneur de jeu. C'est ça, la numéro 4, je crois. Mais moi, je sais plus son nom, mais... Donc, on comprend pourquoi elle va signer à Metz. Oui, on comprend très bien. On a compris. C'est logique.
Oui, logique. C'est vrai que c'est dommage. Il n'y aura pas la passe de 3 sur 3. Mais bon, rien n'est encore perdu pour les quarts de finale, hein. Tout est encore ouvert. Maintenant, il faudra aller s'imposer le 5 février, si je ne me trompe pas. Dimanche 5 février, du côté de Dortmund. Avec un déplacement organisé par le SBF. Oui, donc comme je disais, un déplacement de l'SBF à Dortmund. Ah non, c'était jusqu'à hier les réservations. Non. Donc j'ai rien dit, mais normalement il y a un déplacement. Donc on va voir s'il y a assez de monde et tout. Il y a un déplacement avec. Bon, moi j'irai pas parce que j'ai pas assez. Financièrement, je ne peux pas mettre. Oui, bien sûr, c'est un parce que c'est coût, quand hein. même un coût parce qu'il y a plus de 7 heures de route. Il y a un peu d'autoroute en France, que là-bas c'est gratuit, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a l'autoroute, il y a l'hôtel parce qu'on dort sur place. Ah, d'accord. Donc vous partez la veille alors? Enfin, vous partez la C'est veille. ça, tout le monde part D'accord. le samedi. Ok. Il y a un arrêt de 3-4 heures au bout de 3h30 à peu près de route. D'accord. Ensuite, ils repartent et ils arrivent à l'hôtel vers les 19h-20h. Et il y a un bus complet ou? C'est des minibus, je crois. Ouais. Ah. Et le fait aussi que je ne peux pas, qu'on ne peut pas y aller. Les 3 minibus, c'est que pour les supportrices et supporters, hein. On est ça. d'accord? J'ai entendu plus pour les partenaires, il paraît. Ah, C'est ce d'accord. que j'ai entendu. Mais D'accord. après, s'il y a des spectateurs comme nous qui veulent y aller, Ouais, on va, donc mais- c'est pas des bus de supporters qui partent. Non. Je veux dire, non, voilà, c'est des partenaires, c'est des gens peut-être invités par le club, même si. Voilà. Ça Ok, aussi. d'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a fait aussi que je ne peux pas y aller, c'est le retour à Besançon à 3-4 heures du matin le lundi. Enfin, dans la nuit du dimanche à lundi. Ah oui, parce qu'on travaille lundi. Donc, voilà, donc on travaille. Donc, À moins de poser un jour, mais malheureusement, ça, faut que c'est les, ça, faut ouais, que je les pense patrons que acceptent, pour- hein, c'est pas toujours le cas. Je pense qu'ils pourraient accepter les miens, parce qu'ils savent la passion que j'ai. Mais bon, j'ai pas envie de profiter Oui, de après, ça se quoi. comprend, hein, il y a le travail hein, aussi. Hein, voilà. Donc on peut Mais pas, bon, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. J'en connais un, normalement, notre trésorier qui, a priori, aura pris sa place, enfin, normalement. Donc, on verra bien. Donc, il y aura quand même peut-être des tambours s'ils acceptent cette fois-ci. Donc, on verra bien. Bon, il n'y a pas de raison, ils sont venus avec les leurs, ceux de Dortmund, Oui, ils étaient non, là parce que derrière moi en l'année plus. dernière, qu'on était à Ils ont été- Bietigheim, ils ont été et très calmes, très Ils ont sympas. refusé nos tambours, le porte-voix, Où notre ça vache. Qu'on était à Bietigheim l'année dernière. Ah ouais En Allemagne, ils ont refusé. Donc, à Dortmund, c'est peut-être autre chose, hein, on verra bien. Bon, je sais pas ce qu'est un tambour, tu vas pas le lancer au milieu du. Enfin, je sais pas. Si. J'ai du mal à comprendre. Et qu'on refuse pourtant, les tambours. supporters de Bietigheim, ils avaient leur truc. Voilà. Là, ceux de Dortmund, ils sont venus avec les tambours et tout, donc il n'y a pas de raison qu'ils refusent les tambours sur place. Enfin, moi, je comprendrais pas trop. S'ils sont acceptés à Besançon, pourquoi ils ne seraient pas acceptés là-bas du côté de Oui, Dortmund? puis nous, on avait accepté ceux de Bietigheim, on a accepté ceux de Dortmund. Bah oui, Donc, bah oui. ouais. Mais je crois, de ce que j'ai compris, c'était la loi allemande. Et pourtant, Bietigheim, ils avaient leur tambour. Bah oui. On y était. À ce compte-là, il faut refuser pour tout le monde, quoi. C'est ça. Bon, c'était pas très sympa, quoi, on va dire. Pas très sympa. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette rencontre avec d'ailleurs, un passage. On va souhaiter un bon rétablissement à Alizé Alizé. Frécon de Mouges, hein, qui Ça me s'est fout les boules blessée. pour elle, Puis sans déconner. elle en a pour 4 à 6 semaines, donc on pense C'est ça. bien à elle ce soir. Ouais, c'est triste parce qu'elle se bat et tout. Puis enfin, c'est Puis pas elle qu'elle revenait bien en rechute. plus. Elle était en revenait pleine bourre là. vachement bien. Hein, elle était, Et puis derrière, elle bah, était que en c'est pas forme tout. que c'est pas le genou gauche et le genou droit. Bon, c'est déjà pas une rupture des ligaments non, croisés. Heureusement. C'est déjà bien parce que Heureusement. là Et c'est de ce que plus j'ai compliqué. compris, je sais pas si du coup, bon, d'un autre côté, il a pas trop le choix. Enfin, c'est pas qu'il a pas trop le choix, bah, c'est mon avis. Je pense qu'il vaut mieux. Il est en train de voir pour essayer de trouver un joker médical. Parce qu'on a quand même plus Dembélé. Et là, pendant 4 à 6 semaines, on n'a pas Alizé Frécon. Donc, il est en train de voir pour trouver un joker médical. Mais en 4-6 semaines comme ça, rapidement, c'est pas facile. Il a fait comprendre que ça va être dur à trouver. Mais voilà, parce que rapidement, avec tous les matchs de Coupe d'Europe qu'il y a, que le joker médical, ça se trouve, elle est en train de jouer d'autres matchs importants avec une autre équipe. Elle pourra peut-être Bon, pas après, jouer pour le c'est vrai USB. qu'il C'est pas facile. Il y a pas mal de joueuses aussi qui sont sous le carreau à l'heure actuelle, hein, suite au dépôt de bilan de Fleury, de BDP, Bourg de Péage, pardon.
Mais il y a aussi la saison prochaine qui se construit. Après l'arrivée de Suzanne Wayoka, le SBF a réussi une très jolie opération en la faisant venir Suédoise, l'arrière là. gauche de 23 ans, l'internationale suédoise Frida Rosell. Ah, c'est exceptionnel. Franchement, Là, franchement, bravo. Franchement, Bravo, mais franchement, bien faut vu le le dire, c'est staff. un- Hein, bravo. Oui, c'est un très joli coup qu'a réussi le club byzantin. Hein. Mais est-ce qu'on peut dire que le SB commence à remonter légèrement la pente? Par rapport au. Ouais. Bon, après, moi, je trouve que pour le moment, le SB tient bien son rang, hein, qualifié oui, tous de les toute ans en façon, Coupe d'Europe. Depuis qu'ils sont revenus, ils sont toujours aussi bien, quoi. Puis après, c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est compliqué, il faut faire attention aux finances, c'est pour ça que je dis, c'est il pas toujours commence à simple. Hein. légèrement, C'est compliqué, mais là, c'est vrai que c'est un beau coup. D'ailleurs, elle dit simplement, Frida, elle dit « Je suis tellement excitée de faire partie du club pour les 2 prochaines saisons. Personnellement, j'aime la façon dont Besançon joue et je crois que le club peut se développer et me mettre au défi en tant que joueuse. J'ai également hâte de déménager dans un pays comme la France, de découvrir une nouvelle culture et une nouvelle langue. Je pense que je pourrais trouver un bon rôle dans cette équipe avec toutes ces filles talentueuses. J'ai hâte que la saison prochaine commence. » Eh ben, nous, on a hâte de te voir commencer la saison avec le SBF. Franchement, je trouve qu'il y a, voilà, il y a plein d'optimisme et c'est très bien. Et elle dit, je suis très content, voilà, ça c'est l'entraîneur Sébastien Mizoul qui dit, je suis très content que Frida rejoigne le SBF. C'est une jeune joueuse talentueuse, mais qui a déjà montré toutes ses qualités offensives et défensives avec son club de Savehof et la saison dernière en Ligue des Champions, oui, parce qu'elle a joué des matchs de Ligue des Champions. Hein. Elle est capable de tirer de loin, de jouer avec les autres et elle dispose d'une très grande solidité défensive. Frida est également une joueuse internationale sur qui l'équipe nationale devrait pouvoir s'appuyer dans les années à venir. C'est la joueuse dont on a besoin pour continuer à grandir, à franchir des étapes. Donc c'est Sébastien Mizoul, donc l'entraîneur de l'ESBF, voilà, qui parlait justement de cette jeune internationale suédoise Frida Rosell qu'on a hâte de voir sur le parquet du Palais des Sports. Belle arrivée. Très belle. Et en plus, elle peut tirer de loin. C'est vrai que c'est important maintenant dans le handball aussi. Ça permet de décanter beaucoup de choses. Mais bon, avant ça, il y aura un match du côté de Dortmund. Et puis, il y aura aussi après un match de Coupe de France face à Nice, le 1er février. Donc, il y a des échéances importantes. Et c'est vrai que ça va jouer quasiment tous les 3 jours. Là. Et puis, ce mois de février, niveau championnat, ça va être aussi costaud parce qu'il y aura Dijon, il y aura Metz. Donc, ouais. Et Nantes dans 2 jours. Oui, c'est ça. Il y a Nantes aussi, exactement. Et ce que je viens de voir, c'est que, bon, d'un autre côté, vaut mieux parce que là, elles ont un rythme très, Nantes, où on va très retrouver soutenu. quelqu'un qu'on connaît bien, Nantes. Oui, Marine Dupuis. Eh oui, Marine Dupuis, qu'on salue, Et bien là, évidemment. de ce que je vois, ils vont mettre les filles au repos à partir de jeudi jusqu'à dimanche, ou peut-être plus. Mais je pense que c'est une très bonne idée parce que là, le rythme soutenu à un moment donné, 4 jours comme ça va leur faire du bien. Lâcher un peu parce que là. Oui. Bouh. Bah, elle joue tous les 3 jours. Hein. Donc là, non, mais franchement, c'est une bonne idée ce qu'ils ont eu. Quasiment. Donc, à un moment donné, il faut aussi recharger les batteries. C'est Penser ça. à autre chose que le handball. Donc, ça fait du bien. À mon avis, 4 jours de repos, je pense que c'est surtout pour que Mizoul profite un peu. Mais bon, on va pas aller dans les détails, cela ne nous regarde pas. Oui, non, puis ça fait du bien. Mais sérieusement, je pense que c'est vraiment. Ça fait du bien de penser à autre chose que le handball. Exactement, il faut lâcher un peu aussi. tout Exactement, ça, parce que sinon, après, c'est trop de pression, trop de choses. Puis c'est vrai que c'est beaucoup de pression. C'est la Coupe d'Europe, il faut aller gagner à Dortmund, il faut gagner tous les matchs. Quand on est comme elle, des compétitrices, on a envie de gagner tous les matchs, mais ça fait du bien de se reposer aussi physiquement et mentalement. Et puis, mine de rien, on disait le match de Coupe de France. On a envie de dire, la Coupe d'Europe, le championnat est plus important, mais le fait qu'on a goûté. La Coupe de France. Voilà, non, mais ce que j'allais dire, le fait qu'on a goûté en plus à Bercy l'année dernière, ça donne une motivation. Puis des trophées, c'est important. Ah oui, pour une joueuse. On a envie de retourner. Nous, bien sûr. On s'en fout de la. Ah oui, on avait vécu un bon moment. Hein. On avait passé un bon moment. Ah, c'était exceptionnel. Du côté de Bercy. Oh, on a envie de retourner. l'Arena. En plus, on a même pu voir la finale de la Coupe de France masculine. Oui, c'est ça. Nantes et le PSG. C'est ça, il y avait les deux. Donc, non, c'était vraiment une super journée. Mais la prochaine fois qu'on y va, j'espère qu'on reviendra avec le trophée. Il faut revenir avec le trophée. Ramener la coupe à la maison. Exactement, ramener la coupe à la maison. On pourra tous le chanter ensemble. Et puis, donc, on va, bien sûr, voilà, comme tu l'as dit, il y a match à Nantes. Après, ensuite, il y a la Coupe de France le 1er février et la Coupe d'Europe. Donc, c'est vrai que c'est... faut essayer de faire le grand chelem. Allez, 3 matchs, 3 victoires. Ça va pas être simple.
Ça va pas être simple. Mais comme elles ont fait récemment en plus. ah oui, parce qu'elle revenait de 6 victoires d'affilée, là, quand même. 6 d'affilée. Bon, on dit toujours que toutes les séries voilà, s'arrêtent un jour, mais bon, on aurait bien aimé qu'elles continuent un petit peu plus samedi là, quand même. Hein. oui, non, mais là, c'est sûr. Mais Oui. bon, c'est vrai que ce match est parti sur des mauvaises bases. Il est mal parti d'entrée et après, il faut courir après le pourtant, score. bon, quand j'ai vu le mauvais départ, je me suis dit, puis je me suis dit, c'est pas grave, parce que quand on Tu regarde... nous l'as refait, hein, ah d'accord. Non, plus sérieusement, je me suis dit, c'est pas grave, parce que quand on réfléchit ce qu'on a fait à Molde, on leur a foutu une misère, n'empêche qu'on perdait 3-0. À Au Molde, début du ouais, match là, contre Molde. c'est vrai. Et on a gagné, et on les a... Enfin, je vais pas dire... Voilà, je vais pas dire... Bon, d'autres atomisé, mots, faut le dire, 41-29. oui, bah oui, c'est vrai. on les peut a le dire atomisés. quand même. Mais c'est vrai que... Oui, c'est un club norvégien en quand plus, même. Le c'est championnat norvégien il est quand même relevé. Et on a Il est relevé, mais voilà, comme le disait Sébastien Mizou, je pense qu'il est quand même un peu en dessous de la Ligue Butagaz Énergie parce que franchement, moi je vous le dis, on a quasiment un des meilleurs championnats au monde. Bah, c'est la Ligue Butagaz Énergie. On en reparlera d'ailleurs avec Vanessa Kalfa, justement, la responsable de la Ligue féminine. Bon, on va refermer notre page ESBF, puis on va ouvrir la page Palante, messieurs, car il y avait aussi un match hyper important dimanche avec Palante qui recevait Azul. Azul qui était juste derrière elle au classement. La victoire était importante. Et là aussi, c'est quand même bizarre, ça a commencé par le même match que l'ESBF. Pareil, d'entrée, elles prennent 4 buts, 5 buts. Elles n'ont pas marqué dans les 7 premières minutes. Donc ça a été hyper compliqué. Ensuite, en seconde période, elles sont revenues à égalité. Elles ont les ballons pour passer devant. Et alors, il y a les poteaux. Moi, je crois qu'il faut enlever les poteaux sur les buts, ça va pas. Et 7 poteaux. J'ai compté 7 ou 8 poteaux. Ouais. Les fameux poteaux carrés. Mais voilà, sans doute la pression du match a pu jouer. La pression du match, et ben justement, moi, je vous propose d'écouter Juliette Jeannot. La vidéo sera bientôt faite. Vous aurez la réaction complète. Là, j'ai juste pris 2 minutes. Vous aurez la réaction complète sur la page YouTube Soyons Sport. Et puis, vous pourrez écouter ce qu'elle dit justement parce qu'il y a eu... on en reparlera après. On écoute Juliette. Vas-y. Meilleure joueuse du match. Hein. Bonsoir Juliette. C'était un match important ici face à Assul ce soir. Il y a eu cette entame de match compliquée. Après, vous avez couru après le score toute cette partie. Il y a eu cette belle seconde période. Mais ça n'a pas suffi, c'est Assul qui l'emporte. Comment tu analyses cette rencontre à chaud ? C'est vrai, comme je l'ai dit, on a mal entamé le match. On se prend, à la mi-temps, il y a 6 buts d'écart. On est trop loin au score pour pouvoir recoller en fait, derrière en deuxième mi-temps. Même si on arrive à bien monter les balles en deuxième mi-temps, c'est notre jeu, c'est notre vrai jeu. Mais voilà, l'écart à la mi-temps fait qu'on ne peut pas passer devant. Malgré, on s'est bien battu, on a bien défendu, on a bien attaqué. Mais c'est vrai que là, pour le coup, la première mi-temps, on l'a complètement loupé et c'est ce qui fait qu'on s'incline à la fin. Comment on peut expliquer cette entame de match ? C'est la pression, c'est que c'était un match important ce soir, ça a pu jouer ? C'est vrai que les matchs à pression, on a tendance à mal les jouer. Je ne sais pas pourquoi, parce que contre les équipes VAP, on arrive à jouer notre jeu, on n'a pas de pression, on n'a rien à perdre. Et contre des matchs comme l'homme qu'on a loupé aussi, il y a une certaine pression collective, on n'arrive pas à libérer notre jeu, à aller au shoot. En 6 minutes, on n'a marqué aucun but, on n'a pas pris de tir. Et puis, il y a peut-être une certaine pression, il faut peut-être qu'on s'entraîne là-dessus, sur les entames de match, pour être directement dedans et pas galérer en deuxième mi-temps. Ça fait peut-être partie tout simplement de l'expérience à ce niveau ? Ouais, non, mais c'est clair qu'on est une équipe où il y a peu d'expérience, on est très jeunes dans notre équipe, malgré 2-3. Et ouais, c'est vrai qu'il nous manque ces joueuses-là qui savent entamer bien les débuts de match, mais bon, ça va arriver, hein. C'est notre première année en D2, donc... Bon, sur le plan comptable, c'est forcément pas une bonne opération ce soir, surtout que vous allez enchaîner 2 déplacements avant de revenir ici. Ici face au Havre et après Toulouse. Ça va être compliqué, ces 4 matchs-là, il faudra des victoires. C'est clair que le mois de février, il va être intense en niveau de déplacement. On enchaîne Bègles et puis Rennes 2 week-ends d'affilée. Puis après Toulouse, c'est des matchs, bien sûr, des concurrents directs. Faut les taper, faut qu'on aille chercher une victoire au moins à l'extérieur. Et puis voilà, Lyon, match retour, faut les taper, on n'a pas le choix. C'est donc Juliette Jeannot qui a été élue meilleure joueuse du match. Et je vous propose d'écouter toute la réaction de Stéphane Delers et Chersek, les entraîneurs de cette équipe de Palante. Bonsoir messieurs, on est ici au Palais des Sports où Palante dans son handball recevait Assul, un match très important. Il y a eu cette mauvaise entame de match. Après, les joueuses ont couru après la partie
Les joueuses ont couru après le score tout au long de cette partie. Comment vous analysez cette rencontre à chaud? Jusqu'on a raté on a raté notre entame de match. On était mené 0-4 au bout de 4 minutes de jeu. Je crois qu'on n'avait pas fait de tir. On a essayé de trouver des solutions un peu trop compliquées. Donc Lyon, logiquement, était devant. Et puis gardé son avantage toute la première mi-temps et a viré avec 16-10. Donc le match d'avant aussi, elles avaient mené contre Noisy dans ces scores-là, 17-10. Et Noisy, même si Noisy avait recollé, c'est une équipe qui a l'habitude de bien commencer ses matchs et de commencer fort. Après, sur la deuxième mi-temps, on réagit bien, on revient bien dans le match. Et puis après, ça se joue sur la fin. On a des balles pour passer devant. On n'a pas réussi à le faire. Et puis la fin de match nous a été défavorable. Comment on peut expliquer cette entame de match? C'est peut-être la pression aussi qui a pu jouer parce qu'on sait que c'est un match important et c'est vrai qu'il faut la gérer, la pression, c'est jamais simple. Oui, après, c'est le haut niveau, c'est la D2. Il faut aussi que ces filles-là soient capables d'appréhender ce type de match en jeu. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus facile mentalement d'aller jouer contre des équipes qui sont potentiellement plus fortes, des VAP, et on les a tapées. Et puis maintenant de jouer sur une équipe qui joue sa peau tous les matchs comme nous on doit le faire, c'est vrai qu'on a mis un peu plus de pression. Nous on avait essayé d'aborder le match en disant allez, pas de pression supplémentaire puisque c'est un match comme un autre, il y en aura d'autres, il y en a encore 14. La seule chose, c'est peut-être qu'elles l'ont pris avec plus de pression que ce qu'on pensait. On avait essayé de dédramatiser la chose. On a bien vu que nos filles étaient au frein à main. D'ailleurs, la preuve en est, en deuxième mi-temps, elles se sont dit, allez, lâchons-nous, on verra bien ce qu'il en sera. Et puis on a recollé, on avait même 2 balles pour passer devant, qu'on a vendangé, une sur le poteau quand même, et puis un tir toute seule face à la gardienne. Donc c'est dommage parce que là, le match peut tourner et à ce moment-là, on peut avoir une autre forme d'arbitrage. Et on a eu malheureusement pas eu de chance contre nous, ce qui est dommage quand on voit l'affluence qu'il y a eu, quand on voit le nombre de personnes qui étaient là, qui vibraient, ça fait plaisir. Je pense que les filles, elles étaient portées par ça aussi. Et oui, car c'était la fête du sport féminin, donc les joueuses sont rentrées sur le terrain avec des jeux de jeunes enfants de ces clubs formateurs, et c'est vrai que c'était un super moment. C'était quand même sympa ce moment, messieurs, avec les joueuses de Palander qui sont rentrées justement avec des jeunes, des centres de formation. De tout sport. Oui, de tout sport en plus. Et tous les sports avaient été réunis. Il y Et avait c'est vrai que c'était une belle du fête. judo, il y avait du Du foot rugby, je crois forcément, bien, le le rugby, je BF crois. aussi, le danse football, il y avait du le foot, SBF aussi, oui. il y avait un peu tous les sports qui étaient représentés. Et c'est vrai que c'était c'était assez sympa. C'était cool. C'était assez sympa. Et puis, il y avait la responsable de la Ligue féminine de handball, Vanessa Calfa. Très sympa, d'ailleurs. On a passé un très bon moment en discutant avec justement la responsable de cette LFH. Et bien, justement, on a fait une interview. Vous allez écouter. C'est une dizaine de minutes, mais franchement, c'est hyper intéressant. Et il faut absolument promouvoir le sport féminin car il est encore sous-médiatisé. Il faut encore savoir que les joueuses à Palander, pour certaines, travaillent à côté. Parce qu'on parle de clubs professionnels, mais les joueuses ne sont pas toutes professionnelles parce que quand on entend le terme professionnel, c'est qu'elles ne s'entraînent. Voilà, elles sont donc bien sûr payées pour s'entraîner. C'est un métier. C'est un métier et c'est pas encore le cas. Donc elles jouent au handball en 2e division et elles ont pour certaines encore un métier à côté. D'ailleurs, ça me fait penser, Sandrine Mario Delers, quand elle était entraîneuse adjointe, elle travaillait aussi. Elle. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Il y en a plein qui... c'est pareil. Oui, c'est sûr. Donc, justement, on y a posé la question à Vanessa Calfa, donc la responsable de la Ligue féminine de handball, et on écoute. Bonsoir Vanessa Calfa, vous êtes la responsable de la Ligue féminine de handball. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que sont vos missions au niveau de la Ligue? Alors du coup, le rôle de la Ligue féminine de handball, en fait, il est dans 2 gros items. On a tout ce qui est l'item sportif avec bien évidemment les 2 championnats, la Ligue Buta Gaz Énergie, la D1F et la D2F. Donc il faut qu'on s'assure justement que ce championnat puisse être pérenne. Et le deuxième volet, qui est un volet qui m'est plus dédié particulièrement, c'est le volet de la médiatisation et le volet finalement de la marque de la LFH et de ses 28 clubs. C'est vrai que la D2F a intégré justement le giron de la LFH il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça va changer
au niveau du professionnel, on va dire? Et bien justement, vous avez mis le doigt dessus, c'est justement être professionnel. La D2F, en fait, c'était un peu une division presque sous-abandonnée, qui était après la N1 et avant la D1. Et donc du coup, le fait qu'elle ait pu intégrer dès juin, mais on avait commencé à travailler déjà une saison avant la ligue professionnelle, c'est qu'en fait, elle est devenue et elle a obtenu son ticket finalement de division professionnelle. Alors, aujourd'hui, on parle d'une division semi-professionnelle parce qu'entre 50 et 60% des joueuses et staff sont professionnels, mais elle a vocation à devenir comme chez les garçons en Pro League, pourquoi pas 100% professionnel. En tout cas, la division et les gens qui y jouent sont maintenant considérés comme professionnels. Donc la D2, deuxième division du handball féminin, est désormais professionnelle. Alors on sait que c'est compliqué aussi pour le handball féminin en ce moment. On sait que des clubs comme Fleury, comme Beau Paillage, d'autres clubs ont des problèmes financiers. Comment se porte le handball féminin à l'heure actuelle? Eh ben, le handball féminin, en tout cas, se porte plutôt bien parce que on a de plus en plus de clubs qui se structurent, on a de plus en plus de clubs qui se professionnalisent. Par contre, on sent qu'il y a effectivement une fragilité dans le sport féminin d'une manière générale. Est-ce que c'est post-Covid? Est-ce que c'est parce qu'aussi on en demande beaucoup et que finalement le gap pour devenir professionnel est un petit peu compliqué? Mais c'est aussi le lourd passé qu'on a finalement de clubs qui ont déjà malheureusement coulé. Et c'est cette instabilité du handball professionnel féminin et le sport féminin d'une manière générale qui a encore un peu plus de mal à sortir par rapport au sport masculin. Donc on est sur une fragilité, donc il faut qu'on fasse attention à nos clubs, mais on est aussi à la fois sur une exposition qui est de plus en plus médiatique parce que les clubs jouent le jeu. C'est-à-dire qu'on fait des partenariats, les clubs se bougent et les clubs produisent et finalement deviennent presque producteurs de leur médiatisation. Et donc quelque part on a le cœur un peu serré parce que effectivement on a ces problèmes de constance et puis financiers, et puis on a ces beaux clubs qui se bougent pour montrer voilà, que le handball féminin et le sport féminin ça existe et on n'est pas prêt de lâcher l'affaire. Justement, j'allais vous en parler de la médiatisation. On sait que beIN Sport avait lâché le contrat, il y a aussi Handball TV maintenant qui arrive. C'est ça l'important, c'est aussi qu'on voit du handball féminin peut-être sur les télévisions en clair, ça serait bien, Eh bien oui, exactement. Des fois on nous demande pourquoi est-ce qu'il y a une telle médiatisation du foot. Peut-être parce qu'on allume les chaînes en clair et on en a tous les jours. Donc nous, il fallait qu'on sorte le handball de l'ombre. 2 ans, 1 an en arrière, on avait un match sur Sport en France et qu'on remercie parce qu'ils ont été là, de Ligue Butagaz Énergie. On en avait 20 sur une saison qui comporte 26 journées, donc on n'arrivait même pas à écrire une histoire. Aujourd'hui, à fin janvier, grâce à Handball TV, on va être à 96 matchs qu'on a pu faire en D1 et en D2. En D2, c'est de l'autoproduction, donc il faut s'imaginer que ce sont les clubs qui deviennent producteurs de leurs matchs. Nous, on leur a mis à disposition le canal, donc Handball TV, qu'on a financé, et eux, on leur dit, voilà, personne ne s'intéresse à nous, eh ben, on va s'intéresser nous-mêmes à nous et on va devenir ces producteurs et on va vous montrer ce handball. Et effectivement, les chiffres que l'on a sont que les gens sont intéressés. Et derrière, on produit 2 à 4 matchs en Ligue Butagaz Énergie avec aussi des télés locales qui nous soutiennent. Et donc, effectivement, 96 matchs. Voilà, 96 matchs en une demi-année. C'est quelque chose qui est exceptionnel avec Handball TV où vous pouvez avoir des lives, vous pouvez avoir des insides. Alors, on pourrait dire que c'est une télé institutionnelle parce que effectivement on produit nos matchs mais sauf que les insides qui sont mis sont faits aussi par les clubs. Ça veut dire qu'on est dynamique et que intéressez-vous à nous. Et effectivement la prochaine étape ce sera une fois que tout le monde aura vu ce que c'est le handball, on va dire dans notre cercle de handballeurs, on ira chercher le grand public et certainement on aimerait oui bien évidemment arriver dans vos télés. C'est le cas pour les équipes de France. Maintenant, il faut que derrière, on continue avec le championnat. C'est génial le nombre de spectateurs qui regardent nos équipes de France. Maintenant, on a aussi des très beaux championnats et c'est à nous de le faire. Et Handball TV permet aussi ça parce qu'on a et les garçons et les filles. Et donc, au moins, on ne sera pas resté sans rien faire et on est en train de sortir, en tout cas, le handball de l'ombre dans laquelle on était et surtout le handball féminin.
Oui, parce qu'il y a un très beau championnat de Ligue Butagaz Énergie, hein, qui est quand même un des meilleurs championnats du monde, il faut aussi le dire. Il y a de très bonnes joueuses également. Et aussi, c'est vrai qu'en étant médiatisé, ça va attirer des sponsors. C'est ça qui est important, c'est que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Mais c'est le nerf de la guerre partout, effectivement. Tu le disais, on se rend peut-être pas compte parce qu'on est picousé à la Ligue Butagaz Énergie depuis tant d'années, mais n'ayons pas peur des mots, c'est le plus beau championnat mondial. Alors certes, on n'a pas encore gagné la Ligue des Champions, mais je pense que c'est pour cette année. On fait des belles choses en Coupe d'Europe, mais aujourd'hui, je ne renie pas ce que fait les autres nations européennes, mais on a été élu dernièrement la ligue la plus structurée européenne, avec le championnat le plus fort. Pourquoi ? Parce que c'est la bataille tous les week-ends, et d'ailleurs toutes les semaines, parce que c'est en semaine. Et sur la D2F, c'est pareil. Aujourd'hui, on a un championnat qui est de plus en plus dur, on a vu aujourd'hui Palante qui malheureusement perd sur la fin du match contre Vaux-en-Velin, mais qui a tenu la dragée haute à Sambre, qui est pourtant VAP, qui a tenu la dragée haute à la Stella. Voilà, donc c'est aussi ça qui est important, c'est de se dire, voilà, si on veut que notre antichambre D2F soit vraiment très forte et porte encore plus notre D1, et justement, il faut qu'elle se structure et il faut qu'on trouve des partenaires. Et on espère qu'avec la médiatisation, et notamment Handball TV, et tout ce que font nos clubs en termes de communication sur les réseaux, mais B2B, tous les événements qui sont mis en place, on va pouvoir faire que des gens s'intéressent au handball et s'intéressent au handball féminin et disent mais oui, effectivement, notre marque, on se reconnaît dans les valeurs et on va investir, on va vous aider à promouvoir et puis à ce que la France entière devienne handball féminin. Oui, parce que quand on regarde tout ça, on voit que le club de Palante est professionnel, mais il y a aussi certaines joueuses qui ne sont pas encore professionnelles, qui ont un travail aussi à côté, et c'est compliqué. Exactement. C'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer. La D2, je pense que c'est la division la plus compliquée, mais véritablement dans le handball. C'est-à-dire qu'on a certaines joueuses effectivement qui sont professionnelles, mais avec par exemple qui vont s'entraîner le matin et le soir, sauf que le matin elles vont être 4-5 peut-être, et encore 4-5 c'est quand on a un collectif qui est important. Aujourd'hui c'est 3 joueuses professionnelles. Pour être en D2F. Donc 3 joueuses professionnelles, on ne peut pas s'entraîner à 3. Et puis on va jouer contre des équipes qui peuvent être à 10, 12 quand elles sont en VAP ou bien moins. Et ces filles-là, une partie sont professionnelles, l'autre partie sont soit à l'école, soit ont un travail. Donc c'est-à-dire que oui, c'est un peu comme nous, on a un travail, puis on va faire du sport à côté, on peut aller faire du handball, on peut aller faire du crossfit, on peut aller faire autre chose, sauf que nous derrière, on n'a pas autant de niveau et autant d'exigences de déplacement, donc il faut vraiment s'imaginer ça, et c'est vraiment très difficile, et c'est pour ça qu'on tenait aussi à ce que la D2 rentre dans la ligue, pour qu'on puisse les aider, les structurer, et c'est aussi pour ça que je suis présente, pour leur dire aussi à quel point les aider, et leur dire à quel point la ligue et la Fédé, on est fiers de cette division 2 et on va les accompagner, parce que finalement quand tu es 100% professionnel, c'est très dur parce que le rythme est bien évidemment, la compétition est difficile, mais ça devient ton métier. Donc soit tu es effectivement à l'école, en centre de formation ou bien professionnel, mais en D2F, effectivement, il y a des filles qui sont kinés, il y a des filles qui sont je ne connais pas tout, mais qui ont en tout cas, je dis kiné parce que j'en connais plusieurs qui sont kinés, qui sont profs, mais ça veut dire qu'il faut aussi, il y a des filles qui prennent des jours de vacances. Voilà, c'est ça la réalité, qui prennent des jours de vacances pour pouvoir aller faire finalement de leur passion un métier, mais un métier pour lequel elles ne sont pas 100% rémunérées. Donc nous, notre objectif, évidemment, c'est de travailler avec nos clubs pour diminuer le nombre de semi-professionnels, parce qu'un jour, ça va exploser. Bon, vous n'allez pas manquer de travail dans les années à venir, car faut que le sport féminin remonte à l'égalité homme-femme, ça serait bien aussi. Je crois que c'est même pas remonté, parce qu'elle n'a jamais été. Je pense qu'il faut juste se dire qu'aujourd'hui, le sport féminin, ça existe. Et qu'on ne va pas lâcher, en fait. On ne va pas disparaître et on va prendre la place qui nous est réservée. Voilà, donc pour toutes celles et ceux qui vont écouter, il n'y a pas de féminisme dans mes propos. Il y a juste un amour profond de ce que l'on fait et une reconnaissance et un bravo pour toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent pour le sport féminin et pour le handball féminin. On va juste prendre la place qui nous est due, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de révolution, on va prendre ce qui est à prendre. Et on ne va pas vous lâcher, je le répète, parce qu'on est inspirante. Mais il y a de la place pour les femmes, je crois. Après, ce sera peut-être plus facile. Moi, j'ai foi en l'avenir. Je suis de la génération où j'ai 40 ans et où quand on parle de sport, on nous dit « Ah, c'est ton métier ». C'est encore un peu
les filles de mon âge, quand j'avais 20 ans en tout cas, c'était presque incongru de faire du sport à haut niveau ou de faire du sport professionnel. Là maintenant, toutes les jeunes générations, leur mère elle fait du sport, leur copine fait du sport, leur sœur fait du sport. Donc en fait moi je crois énormément dans l'homme qui va justement se dire mais c'est normal, moi ma copine elle fait du sport, elle est professionnelle, ma mère faisait du sport, etc. Donc du coup ça va être tout simplement naturel et normal. Et encore une fois, on ne lâchera pas notre place. Merci beaucoup Vanessa Calfa et puis à très bientôt ici dans ce Palais des Sports. Exactement, en mars pour l'ESBF. Voilà, un échange très sympa avec Vanessa Calfa, donc la responsable de la Ligue féminine de handball. Bon messieurs, sympa cette discussion, elle a tout dit. Ah, exactement tout dit. Il n'y a rien à dire, rien à rajouter, elle est exceptionnelle. Donc moi j'ai toute confiance en elle. À l'entendre. Très dynamique. Ah oui. Voilà. Dynamique. Elle est. Exactement, elle va de l'avant. Elle est motivée, elle veut faire son job et elle le fait bien. Donc non, franchement, excellente. Eh bien, juste pour vous donner 2 résultats, on va fermer bientôt la page handball. Pour vous dire que Belfort en National 1, le Bob s'est imposé du côté de Célestat 36-26. Et puis le CS Vesoul, lui, s'est imposé devant Molsheim 29-27. Ça, c'était pour les garçons. Et puis, le CS Vesoul est 2e avec 34 points. Et puis, Belfort est 5e avec 30 points. C'est ce qu'on pouvait dire sur le handball. On va refermer la page handball. Allez, juste un petit mot de futsal, parce qu'on était au futsal ce samedi. J'étais en train de chercher. ce samedi soir, où le Besançon Academy Futsal recevait Elsace. Alors, j'essaie de bien le prononcer. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé tout à l'heure au début d'émission. Fachtat. Ah, c'est pas trop mal là. Je sais pas. Vous me direz si je le dis, si je le dis bien ou pas. Un club de D2 qui a l'ambition de monter en D1. Donc forcément, c'était un match compliqué. Défaite des Byzantins 10-2. Mais c'était vraiment une très 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 belle équipe en face. Et ça montre aussi tout le parcours qui reste encore à accomplir pour les Byzantins pour accéder à ce niveau. On écoute tout de suite la réaction de l'entraîneur Paul Rochefort. Bonsoir Paul, élimination du Besançon Academy Futsal. Ça a été compliqué ce soir, vous êtes tombé face à une équipe sérieuse, appliquée en face. Et vous êtes éliminé ce soir. Qu'est-ce que justement tu vas retenir de cette partie? On va essayer d'en dégager du positif, ça c'est sûr. Après, évidemment, c'est dans la difficulté qu'on apprend. Ce soir, on a été dans le dur, très clairement. Donc il va falloir en tirer des leçons, à la fois sur le jeu, bien sûr, mais aussi sur l'état d'esprit qui peut aller dans des matchs qui tournent moins en notre faveur. Parce que pour l'instant, on va dire que la saison nous sourit. Donc il y a eu un décalage, je pense, entre effectivement le niveau affiché par l'adversaire, qui faut saluer quand même leur performance, parce qu'ils sont, je crois, aujourd'hui à la hauteur de leurs ambitions. Donc cette réaction de leur part, on en fait les frais. On est les deuxièmes, puisque le match précédent ils ont aussi fait une très belle performance, donc dans la lignée de ce qu'ils sont en train de faire. On subit logiquement cette loi, on va dire. À nous d'en tirer des leçons et dégager du positif de tout ça. Oui, c'est vrai que cette équipe vous a pas laissé espérer longtemps. Ils ont de suite inscrit ce premier but. C'est souvent comme ça que les équipes supérieures font généralement, mais ils vous ont sanctionné directement. On a été sanctionné sur chacune de nos erreurs. C'est là qu'on voit qu'il y a un niveau d'écart. Pas une miette, comme on dit. Donc oui, chaque erreur ont donné une occasion de but qu'ils ont pris. Nous, sur les occasions qu'on a réussi à se procurer, avec la fatigue, on a été moins efficace. Donc ça fait aussi partie du jeu. On a pu espérer en fin de première mi-temps essayer de revenir, mais voilà, ils ont remis un but tout de suite derrière, ce qui prouve qu'eux, ils étaient effectivement à 100% aussi. On sait que le club a des ambitions de monter justement dans cette division. C'est bien aussi de voir ce qui sépare en fait entre l'équipe actuelle et puis ce qui se passe en D2.
Oui, exactement. Alors après, il faut savoir que c'est une équipe qui, elle, a l'ambition de monter en D1, donc qui affiche aussi, je pense, le niveau pour essayer d'y accéder. Et, comme je l'ai dit auparavant, sur le début de saison, je pense qu'ils n'étaient peut-être pas à ce qu'ils espéraient. Et je pense que ce soir, même s'ils jouent un adversaire qui est un cran en dessous, ils sont dans cet état d'esprit. Donc difficile pour nous de rivaliser. Malgré tout, on n'a pas lâché, on a joué jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le premier apprentissage positif qu'on peut en dégager. Et puis c'est effectivement dans la difficulté qu'on apprend. Donc voilà, il y a beaucoup de leçons à tirer, c'est le plus intéressant. Maintenant, place au championnat, car il faut terminer en tête justement pour accéder à cette D2 avant les barrages. Tout à fait. Donc fin de la page coupe. On a aussi la Coupe Bourgogne-Franche-Comté qui va s'ouvrir comme match et comme compétition. Et le championnat va reprendre ses droits dès le mois de février. Donc ça va s'enchaîner. Il faut pas rester là-dessus et puis tout de suite passer à autre chose. Quel a été justement le discours à la fin de cette partie dans les vestiaires, le discours tenu aux joueurs? Je pense que ce soir, ils ont quand même pris du plaisir malgré la défaite de jouer contre une D2. Forcément, on est déçus. Mais après coup, et puis qu'est-ce que tu vas retenir justement? Qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce parcours? Là, dans l'immédiat, non, je dirais que la performance ne permet pas d'être ni souriant parce que voilà, on est dans un état d'esprit de gagner les matchs. Donc, quand bien même c'est un adversaire supérieur, on avait pris ce match-là dans l'espoir de le gagner. On l'a préparé comme ça. Donc évidemment, le décalage entre ce qui s'est passé et ce qu'on a produit crée de la frustration. Donc il faut d'abord la digérer. Une fois qu'elle sera digérée, ça va falloir le faire très vite. On va pouvoir remettre les sourires et se remettre dans l'état d'esprit pour aller chercher effectivement les objectifs de nos ambitions. Merci beaucoup, Paul. À très bientôt. Merci. C'était donc l'entraîneur du Besançon Academy Futsal, Paul Rochefort, après cette élimination entre un deuxième de finale de Coupe de France. Un petit mot de basket pour dire que le Besac s'est incliné face à Rouen 87-77 et qu'il y aura un match du côté du Palais des Sports ce mardi. Deux matchs, mais je l'annonce déjà. Celui de mardi à 20h15 face au Havre et puis après il y aura celui de vendredi face Cergy-Pontoise. À quelle heure? À 20h15 à mon avis, ça doit être la même heure, non? Ça doit être la même heure. Toi, je vais te dire ça tout de suite parce que je l'ai. 20h15. Voilà, tu vois, 20h15. 20h15, donc. Je vais vite finir mes vidéos ce soir et puis je crois que je vais quand même aller voir parce que. J'irai peut-être pas celui de demain, moi, mais je pense que celui de vendredi, j'y serai. Ah, mais j'aime trop le basket, moi, j'adore le basket. Non, mais c'est vrai. Toi, j'ai remarqué, t'aimes plus le sport collectif. Non, non, moi j'aime bien aussi le sport individuel. Oui, non, mais t'aimes bien les sports individuels, mais je remarque que t'es vachement accro, j'ai envie de dire, au sport collectif. Oui, un peu plus. j'aime un peu plus, mais sans plus. Non, finalement, j'aime bien aussi les sports individuels, mais après, on peut pas suivre tout le monde, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais non, parce que je fais des trails aussi de temps en temps. Je fais. Non, j'aime bien aussi le sport individuel, mais voilà, j'ai que deux bras la prochaine et deux jambes. course que tu filmes pour Soyons Sport, c'est moi qui te filme en train de courir. J'ai fait le trail d'effort depuis quelques années. Depuis quelques années, je fais le trail d'effort sur le 21 km, mais là, cette année, ils ont inversé le truc. Donc, ils ont inversé les dates, donc je pourrais pas m'aligner peut-être sur le 21. Ça sera un samedi, et samedi, il y a des matchs. Et attention, grand événement aussi à Besançon, là, dimanche. Cyclocross. Ah bah oui, et j'y serai. Voilà, avec Adrie Van Der Poel, quadruple champion du monde. Mathieu. Mathieu, j'ai dit quoi? Je sais pas, j'ai pas compris le prénom que t'as dit. Non, je crois que j'ai dit Mathieu. André, un truc comme ça t'as dit. Ah bon? C'est Mathieu Van Der Poel. Oui, c'est Mathieu Van Der Poel. Donc là, ça va être... Il a confirmé sa venue, donc voilà, quadruple champion du monde, qui sera du côté de la Malcombe. D'ailleurs, je vais poster une photo ce soir sur Soyons Sport, parce que j'ai pris une photo cet après-midi. Tout est en train de se mettre en place. Ah oui. Donc ça va être. J'ai pas encore été, oui. Ça va être assez sympa. Donc si vous n'avez pas pris vos places, allez-y. Vous allez sur le site de l'Amicale Cycliste Byzantine, parce que c'est elle qui organise un petit peu, pas un petit peu, c'est elle qui organise cet événement avec la ville de Besançon également. Enfin bref, avec tous les partenaires et tous les bénévoles, car mon Dieu que les bénévoles sont importants dans tous les clubs. Et vous en savez quelque chose d'ailleurs. Et là, tout est en train de se mettre en place. C'est beaucoup de travail pour un superbe événement. Il avait déjà eu lieu il y a 2 ans, mais là, c'est vraiment la finale. Donc ça va être super sympa. Donc à la Malcombe ce dimanche. C'est bon, messieurs, on a tout dit ce soir. On a tout dit. On va se quitter là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne semaine.
Et puis on se retrouvera lundi prochain. Bonne semaine Tony, bonne semaine Bonne Nicolas, soirée. bonne semaine Monsieur Fitch. Pareil, monsieur. Ciao tout le monde. Et puis la semaine prochaine, lundi prochain, même lieu, même heure. 18h. Même chaîne. Ah, pas la chaîne, là. On n'est pas sur une chaîne de télé, là. Elle est Aussi. même rigolo. Eh oui, exactement, avec le sourire. C'est parti. Bonne soirée, à bientôt. Bye bye.